Alors, l'idée maintenant, donc, ça va être déjà de faire un petit schéma de la manipulation. Donc ça, je le fais très rapidement à main levée, hein. Vous ferez ça plus proprement. Je rappelle qu'en chimie, on fait toujours deux schémas, une expérience. On va avoir l'état initial, c'est-à-dire quel est le matériel qu'on utilise et comment on l'utilise, et puis ensuite l'état final. Donc, dans une coupelle, un petit morceau de papier pH qu'on doit annoter, hein, papier pH. On vient verser par-dessus une goutte de solution. Vous voyez, je dessine juste la goutte, j'ai pas besoin de dessiner le flacon. Est-ce que c'est à la touche avec l'agitateur? Ça dépendra du matériel dont on dispose au moment de faire la manip. L'important, c'est une goutte de solution qui vient sur le papier pH. Et on annote, hein, goutte de solution aqueuse, papier pH. Le résultat obtenu, c'est quoi? C'est le papier pH qui va changer de couleur. Donc soit vous coloriez en fonction de la solution. Là, on vous demande, hein, dans le TP de faire pour la manière générale, c'est-à-dire sans préciser quelle est la solution. Si j'avais fait le chlorure de fer 3, par exemple, bah, du coup, je colorie en vert. Si j'avais fait le vinaigre, je colorie en rouge. Ça, c'est si on vous demande de faire un exemple précis. Là, on va juste dire changement de couleur du papier pH. D'accord. Donc ça, vous referez bien proprement à la main, à la maison. D'accord. Crayon de bois, toujours, pour la schématisation, je rappelle. Mais après, tout ce qui est annotation, on peut faire ça à l'encre sans souci. L'important, c'est que ce soit propre et clair. Je rappelle, hein, l'idée d'un compte-rendu de TP tel qu'on est en train de le faire, c'est que au niveau du protocole expérimental que vous avez noté, ainsi que du schéma, un élève, comme là, hein, vous-même qui n'avez pas fait l'expérience, même si vous l'avez vu en vidéo, un élève qui serait absent ou qui n'aurait pas du tout vu la manip en vidéo, il doit être capable de refaire exactement la même chose si on lui donne le matériel, simplement en lisant le protocole expérimental et le schéma de l'expérience. Ensuite, on dit juste que voilà, ça c'est pour une solution, on refait la même chose pour les 7 solutions qui étaient données dans le TP. L'étape suivante, c'est quoi? C'est de placer les différentes solutions testées sur l'axe des pH. Donc on va juste renoter les différents domaines. Ici, on est sur le domaine acide, là on est sur le domaine des solutions neutres, et là on est dans le domaine des solutions basiques. On va donc placer nos différentes solutions, je vais les prendre dans l'ordre de mon tableau, hein. Ici, l'eau de Javel, pH égale 12. Alors au passage, petite notion de culture générale, si ça vous intéresse, hein. Javel, ça s'écrit avec un J majuscule. Pourquoi? Ben, si certains d'entre vous sont déjà allés à Paris, il y a un quartier de la ville qui s'appelle le quartier Javel. Il y a même une station de métro, du coup, la station Javel, avec un J majuscule. Et l'eau de Javel, ben, elle s'appelle tout simplement comme ça parce que le chimiste qui a inventé ce produit, ben, son atelier était situé dans le quartier de Javel à Paris. Alors c'est un Français, un Parisien qui a créé cette solution dans le quartier Javel. Donc c'est ce nom-là qui a été donné à cette solution. C'est pour ça qu'on met un J majuscule. Ça fait référence au quartier de la ville de Paris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'eau bicarbonatée. L'eau bicarbonatée, on est ici à pH égale 8. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je mets la valeur du pH et le nom de la solution. L'eau bicarbonatée. Ensuite, le vinaigre, pH égale 2. Alors, quel que soit le vinaigre, vous allez obtenir un pH proche de cette valeur-là. Je parlais tout à l'heure de balsamique, ou voilà, quel que soit le vinaigre que vous allez utiliser, on va toujours avoir à peu près ces valeurs-là. Le vinaigre est une solution qui est très acide. Ensuite, l'acide chlorhydrique. Là, on est sur un pH qui est encore plus faible. Chlorhydrique, alors on aura l'occasion de les réécrire plusieurs fois, aussi bien dans ce chapitre que dans le chapitre suivant, donc on fait attention à l'orthographe. Chlorhydrique. Voilà, vous avez vu comment ça s'écrit, faites attention à bien le recopier correctement. J'en suis là. Le chlorure de fer 3, il est ici, pH égale 7. Et puis on a ensuite la soude à pH égale 14, à peu près on est ici. La solution d'hydroxyde de sodium, le 14 est déjà noté. L'eau distillée ou l'eau du robinet, on obtient le même résultat, on est ici. Voilà, ça c'est en fait classer les solutions sur un axe des pH. On pourrait faire ça par exemple dans un exercice en disant solution 1, solution 2, solution 3, etc. Ou A, B, C, D, en donnant des lettres à chacune de ces solutions pour y voir un peu plus clair, mais je pense que là tout le monde a à peu près compris. La conclusion, c'est quoi? C'est tout simplement répondre à la question de notre enquête policière.
quel est le produit qui a été renversé. Si je vous remontre le premier document, hein, voilà, on avait dit, hein, le produit qui a été renversé volontairement par le meurtrier, on pourra même d'ailleurs se poser la question pourquoi il l'a fait, c'est celui qui avait le pH le plus faible, parce qu'en fait le bidon qui a été renversé, c'est le premier à gauche, quand on regarde par rapport au mur, hein, pH croissant pour aller de la gauche vers la droite. Donc là je vous laisserai juste noter en conclusion que le bidon qui a été renversé, ça semble être un bidon qui contenait de l'acide chlorhydrique, puisque quand on regarde, hein, parmi toutes les solutions qu'on a testées, c'est bien celui qui a le pH le plus faible. Donc du coup, dans le bâtiment, celui qui a été stocké complètement à gauche. Pourquoi est-ce que le meurtrier a renversé de l'acide chlorhydrique? Alors, en fait, il y a plusieurs réponses qu'on pourrait donner à ça. La réponse la plus évidente a priori, c'est qu'en fait l'acide chlorhydrique c'est une solution qui est très corrosive, qui va attaquer la matière, et en fait tout simplement je pense peut-être que le meurtrier a tout simplement renversé l'acide chlorhydrique pour effacer les traces du meurtre, les traces de sang, les traces de... Voilà, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il aurait renversé l'acide chlorhydrique. Maintenant on n'oublie pas que nous on est juste là en tant que police scientifique, c'est-à-dire pour établir des faits, voilà. Le bidon d'acide chlorhydrique a été renversé. Pourquoi est-ce que le meurtrier l'a fait? Ça, c'est pas au rôle du scientifique de répondre à cette question, ça sera plutôt ensuite derrière au niveau des policiers et surtout au niveau du tribunal, puisque je rappelle, celui qui prend la décision à la fin de dire qui est le meurtrier et est-ce qu'il est réellement coupable, c'est le juge lors du tribunal, lors du jugement. Le TP en lui-même, il est fini. D'accord, par rapport à cette enquête policière. Maintenant, il y a encore 2-3 petites choses que je voudrais vous montrer par rapport au pH, des choses qu'il faut savoir, notamment ce qui se passe quand on fait la dilution d'une solution aqueuse. Comment varie le pH d'une solution aqueuse, d'accord, pendant la dilution. En fait, on a dit hein, que le pH, c'est tout simplement une mesure des ions hydrogène H+, et hydroxyde HO-. Mais en fait, il y a aussi d'autres paramètres qui vont entrer en jeu, notamment la quantité de solvant. L'eau distillée, on n'oublie pas, c'est le solvant. La dilution, c'est tout simplement rajouter de l'eau distillée en plus dans la solution. J'ai déjà une solution qui contient de l'eau, mais j'en rajoute encore plus. D'accord ? Et bien en fait, l'ajout d'eau distillée, la dilution, ça va faire varier la valeur de mon pH par rapport à sa valeur initiale. D'accord ? Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu que cette valeur, elle va varier pour se rapprocher de quoi ? Bah pour s'approcher tout simplement de la valeur de l'eau. Alors c'est assez facile à comprendre, je vais prendre un autre exemple complètement différent du pH. Essayez d'imaginer, vous avez à la maison, sans doute, si vous fouillez un petit peu dans vos armoires, vous allez trouver par exemple des sirops, un sirop de menthe par exemple, ou un sirop de grenadine, ou n'importe quoi, un sirop. Imaginez, vous goûtez, vous pouvez même le faire si vous voulez, là, en petite quantité, hein, le sirop pur, qui sort directement de la bouteille. On va avoir en fait un sirop qui est très coloré, la couleur est très prononcée, et le goût est très fort. C'est très sucré, et le goût de menthe, si on est sur un sirop de menthe, est très très fort. Donc on est sur une solution qui est très marquée en goût et en couleur. Maintenant, imaginez que vous commencez à rajouter progressivement de l'eau. De plus en plus d'eau dans cette solution. On ajoute encore et encore et encore de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment, quand vous allez regarder en fait votre flacon? En fait, la couleur verte, elle aura quasiment disparu. Le goût, c'est pareil, quand vous allez goûter cette solution, vous aurez l'impression de boire de l'eau. Et le goût de la menthe aura même quasiment disparu. À force de rajouter de l'eau, on fait disparaître quasiment la solution qu'on avait au départ. Elle est toujours présente, mais elle est noyée dans la quantité d'eau qui est beaucoup plus prépondérante, qui est vraiment majoritaire. Et bien en fait, pour le pH, c'est la même chose. Quand vous allez prendre une solution, qu'elle soit très acide, c'est-à-dire avec son pH proche de 0, ou très basique, c'est-à-dire avec son pH proche de 14, quand vous rajoutez de l'eau, on rajoute de plus en plus de l'eau, en fait le pH, il va se rapprocher progressivement de la valeur pH égale 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, hein, quand on a mesuré le pH de l'eau, sa valeur c'est égal à 7. Donc du coup, c'est ce qui va se passer. La valeur du pH varie pour se rapprocher du pH de l'eau distillée qu'on a ajoutée, c'est-à-dire pH égale 7. Donc ça, finalement, c'est la notion à retenir. Quand on fait une dilution, le pH de la solution va se rapprocher de 7. Mais du coup, on va avoir deux possibilités. Si la solution était acide, c'est-à-dire un pH inférieur à 7, on est ici, hein, dans le cas des solutions acides, solution basique, solution neutre. Si je suis ici sur une solution qui est acide, si je dilue cette solution, en fait,
le pH va se rapprocher de pH égale 7, hein, le pH d'une solution acide augmente lors de la dilution. Donc ici, on va pouvoir noter, hein, le pH de la solution acide va donc augmenter. Pourquoi? Parce qu'il est inférieur à 7 et il se rapproche de 7. On comprend bien, hein, que ça va donc augmenter. Pour la solution basique, je pense que tout le monde a compris maintenant qu'en fait, ça va être l'inverse. Le pH est supérieur à 7. On est ici. Je change de couleur pour qu'on voit bien. Hein. Par exemple, je prends cette solution-là. On pourrait être sur l'eau de Javel, par exemple, ou sur la solution de soude. Je mets un petit peu de cette solution. Je rajoute de plus en plus d'eau, bah, qu'est-ce qui va se passer? On devine assez facilement, hein, que le pH va diminuer puisqu'on se rapproche de 7. Le pH d'une solution basique diminue lors de la dilution. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à retenir sur la dilution, déjà c'est la définition, hein. On ajoute de l'eau distillée, le pH varie pour se rapprocher de 7. Ne retenez que ça. Ce n'est pas forcément nécessaire d'apprendre par cœur. Solution acide va voir son pH augmenter, solution basique va voir son pH diminuer. Ça, on le devine, en fait. Retenez surtout, ça se rapproche de 7. Je suis au-dessus de 7, je dois diminuer. Je suis inférieur à 7, je dois augmenter. C'est de la logique. Alors ça, je viens de vous l'expliquer. J'ai donné aussi quelques analogies, notamment avec cette histoire de sirop, mais le plus simple, c'est quand même de le vérifier expérimentalement, toujours avec mon papier pH. Alors, hop, on enlève le papier pH qui a servi précédemment. Et je vais tester une autre solution, tiens, que je n'avais pas encore utilisée, qui n'était pas dans mon TP, mais ça va nous permettre aussi de l'utiliser. Du jus de citron. Voilà, j'ai du jus de citron que j'ai trouvé au frigo. Alors, hop, on va verser une goutte de jus de citron sur le papier pH, et vous avez vu, hein, le papier a changé de couleur, et on est sur un pH qui est à peu près égal à 1. Voilà, on est sur une solution qui est très très acide, et ça je pense qu'il n'y a pas de grande surprise. Vous savez que le citron, c'est quand même un agrume qui est extrêmement acide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est diluer mon jus de citron. Donc je vais mettre un petit peu de jus de citron dans un tube à essai. Voilà, pas beaucoup, hein, il faut vraiment une petite quantité. Et je vais diluer, et je vais même diluer en insistant très fortement, c'est-à-dire en mettant vraiment une grande quantité d'eau. Voilà. Donc je suis toujours avec mon jus de citron, d'accord? Je vais le mettre ici en attendant parce que mon agitateur il n'est pas très propre, puisqu'il était encore dans le vinaigre. On l'essuie bien. J'utilise mon agitateur pour faire donc la méthode à la touche. On va quand même placer un petit morceau de papier pH dans la coupelle à côté du précédent pour essayer de comparer les deux sans que ça se touche. Mon jus de citron dilué dans l'eau. Voilà. On est toujours sur une solution qui est acide, hein, vous voyez. D'accord. Par contre, on voit que la couleur est complètement différente. Hein. Tout à l'heure, c'était un rose-rouge très prononcé. Là, on est plutôt sur du orange. Donc là, je dirais qu'on est voilà, entre 4 et 5 au niveau du pH, alors que tout à l'heure, on était entre 1 et 2. Donc on a bien vu, en fait, cette conséquence de la dilution. On est dans le cas du jus de citron. Si je reprends ici mon poli, hein, le jus de citron, pH très acide au départ quand le jus de citron est pur, d'accord, hein, puisque c'est juste du citron qui a été pressé. Par contre, quand je rajoute de l'eau, hein, j'obtiens une valeur qui est proche de 4 ou 5, donc on s'est bien rapproché de pH égale 7. On se rapproche de la situation de l'eau distillée, du pH de l'eau distillée. Alors, l'avantage de la dilution et l'inconvénient de la dilution. Ça, je vous le donne parce que vous en aurez besoin notamment pour l'activité qui suit, pour les applications. L'avantage de la dilution, c'est qu'en fait, quand on va diluer une solution acide, une solution basique, on l'a vu, son pH se rapproche de 7, c'est-à-dire du pH neutre. Et
En fait, ça va surtout être très important pour les solutions qui sont dangereuses, puisqu'en fait, les solutions qui sont très acides et les solutions qui sont très basiques, eh ben, certaines d'entre elles peuvent être très dangereuses. Ils vont avoir des réactions parfois assez violentes. Le jus de citron, par exemple, ça peut vous sembler assez bizarre de dire que ça c'est dangereux, mais imaginez ça dans les yeux, ça fait pas du bien. Donc on est quand même sur une solution qu'il faut manipuler avec précaution, il y a quand même un risque. Donc du coup, l'avantage, vous voyez, de diluer, de modifier la valeur du pH pour se rapprocher de pH égale 7, bah, c'est tout simplement qu'en fait, on va diminuer la dangerosité de ces solutions, que ce soit les solutions acides ou les solutions basiques, parce que les solutions qui sont très très basiques, la soude que j'ai utilisée en TP, vous voyez, hein, elle est corrosive. C'est un produit qui est dangereux, qu'il faut manipuler avec précaution. Et bien ici, la dilution va permettre de diminuer la dangerosité de ces solutions. C'est pour ça que nous, en TP, cette solution-là, par exemple, hein, j'ai pu l'utiliser sans forcément mettre de gants, tout simplement parce qu'elle est quand même très diluée. Le pH est quand même très élevé, mais elle reste diluée. Donc ici, l'avantage de la dilution, c'est rendre une solution acide ou basique moins dangereuse. Par contre, on va avoir un inconvénient de la dilution, bah, c'est tout simplement par rapport à l'efficacité d'une solution. Par exemple, tout ce qui concerne les solutions très basiques comme la soude, on va retrouver ça dans tout ce qui est déboucheur pour canalisation. Je vous montre parce qu'en plus c'est en lien avec l'activité qui suit derrière, hein, les stops, d'accord, ça vous connaissez sans doute, ou toutes les autres marques que vous pouvez trouver, ou l'eau de Javel, tout à l'heure j'ai parlé de l'eau de Javel, hein, d'accord. En fait, toutes ces solutions-là, bah, l'objectif c'est de les utiliser comme détergent à la maison pour déboucher des éviers, pour détartrer, pour désinfecter dans le cas de l'eau de Javel. Si vous diluez ces solutions, forcément elles seront beaucoup moins efficaces que si on les utilise directement sorties du flacon. Donc ici, hein, l'inconvénient, c'est que la solution diluée, que ce soit la solution acide ou basique, hein, la solution diluée est moins efficace lors de réactions. Voilà, le déboucheur à évier, l'eau de Javel qui va servir de désinfectant pour le nettoyage. Si vous diluez beaucoup dans l'eau, bah, au final, voilà, vous allez perdre en efficacité pour ces produits. Voilà ce qu'il faut savoir en fait sur cette partie de cours sur l'identification des ions par le pH. Toute la partie manipulation de pH, hein, manipulation du pH avec la mesure au papier pH, la mesure au pH mètre électronique, on n'oublie pas, vous verrez d'ailleurs que dans les exercices que je vous ai donnés, il y en a certains qui utilisent le pH mètre électronique. Ce que je vous demande de faire donc maintenant en application, c'est cette activité qui est ici, sur la dangerosité des solutions acides et basiques, c'est directement en lien avec ce qu'on vient de faire sur la dilution, avec le cas justement du déboucheur à canalisation que je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement ce cas. Vous allez travailler notamment sur les pictogrammes de sécurité. Ça, c'est les anciens pictogrammes que normalement on rencontre plus, sauf si à la maison vous avez encore des flacons qui datent d'il y a quelques années. Ça, ce sont les nouveaux pictogrammes. Tous les pictogrammes de sécurité et les phrases, vous verrez hein, ici en bas, je vous invite à aller sur ce lien pour retrouver justement ces différentes phrases de danger, de précaution ainsi que les pictogrammes une fois que vous aurez fait cette activité. Parce que c'est des choses qu'on rencontre assez régulièrement, notamment dans des sujets de brevet. Même si les pictogrammes ne sont pas à connaître par cœur, à chaque fois on vous donne leur signification, mais c'est bien de les avoir vus avant. Il y a également une activité que je vais vous demander de faire, c'est l'activité du livre, page 137, et les quelques exercices qui sont là aussi, qui sont directement en application avec cette partie sur le pH. Ce cours sur le pH se termine. Il était en lien, je rappelle, avec l'identification des ions aussi par précipité, puisqu'on a vu le pH, hein, c'est à retenir, hein, sert également à identifier les ions H+, et HO-, et notamment identifier la quantité de ces deux ions l'un par rapport à l'autre. Il me reste juste à faire une dernière petite chose, petit bonus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'indicateur coloré. Il est là. L'indicateur coloré, c'est-à-dire hein, voilà, solution liquide qui va changer de couleur. Ça, c'est la petite récréation, le petit bonus que vous pouvez faire à la maison. On y va, le temps de nettoyer mon matériel, et je suis à vous. Changement de configuration pour cette partie bonus, je dirais, hein, pour ce TP sur le pH et la mesure du pH, puisque je vous ai dit, on va regarder un petit peu ce qui se passe, en tout cas des indicateurs colorés, c'est-à-dire en fait ces liquides
qui ont la capacité de changer de couleur en fonction du pH dans lequel ils sont mis. Alors, je vais travailler, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec le chou rouge. Le chou rouge, d'accord, qui est ici, qui nous donne tout simplement, quand on fait mariner une feuille, il ne faut pas forcément beaucoup, hein, dans de l'eau distillée bien chaude, il faut vraiment que ça soit bouillant au début. Ensuite, là, ça a refroidi. Hein. L'idée, c'est d'utiliser le jus de chou rouge comme indicateur coloré pour nous indiquer quel est le pH des solutions aqueuses. On peut le faire uniquement avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le jus de chou rouge, on va trouver une molécule, un principe actif qui s'appelle l'anthocyane. Et on va retrouver un petit peu la même chose, par exemple, dans les myrtilles, dans la mûre, dans la peau des raisins noirs ou dans la peau des aubergines. C'est, par contre, avec le chou rouge que ça marche le mieux. Mais vous pouvez tenter à la maison si vous avez autre chose sous la main. Si c'est un raisin noir et aubergine, c'est vraiment la peau, c'est pas la chair. Là, par contre, le chou rouge, on peut prendre carrément la feuille que j'ai fait mariner, donc vous voyez, hein, dans un petit peu de solution. Alors, je vais placer mon jus de chou rouge dans 5 récipients. J'ai 4 tubes à essai plus ici au milieu un petit bécher que je vais utiliser comme tube témoin. Et vous allez vous rendre compte déjà qu'il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que le chou rouge, vous le connaissez, hein, il a une couleur rouge-violette. Mais le jus de chou rouge, quand on le met dans l'eau, ben en fait, c'est pas du tout rouge ou violet. On est sur du bleu. Le jus de chou rouge, il est bleu. Et il a été mis dans l'eau, donc là, vous devinez, hein, c'est pour ça que je vais mettre celui-ci au centre de ma manip. C'est celui qui va me servir de témoin, puisqu'en fait, le jus de chou rouge dans l'eau, on est à pH égale 7. Donc en fait, c'est ce qui va représenter le domaine neutre. Alors là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Voilà. Et donc, vous avez deviné, hein, je vais mettre 2 solutions acides à gauche, 2 solutions basiques à droite. Alors j'en mets que très peu, parce que c'est très très foncé. L'idée, hein, c'est tout simplement ensuite, avec de l'eau distillée, de compléter pour en avoir un peu plus et pour bien voir apparaître la couleur qui m'intéresse. On va pouvoir monter encore un peu plus. Voilà. Faut pas hésiter, de façon à ce que ce soit bien visible. Tout ça, vous pouvez le refaire à la maison, parce qu'en fait, je vais utiliser que des choses que vous allez pouvoir trouver à la maison. Il suffit juste d'avoir un chou rouge ou alors ses équivalents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pareil, ici dans mon petit bécher, on va rajouter de l'eau distillée, de façon à faire apparaître, hein, cette couleur bleue, qui est donc mon témoin. On a peut-être ici un peu trop. On verra. Et donc l'idée, hein, vous avez compris, c'est donc de mettre ici, hein, tout simplement, des solutions acides, des solutions basiques de ce côté-là. Et en fait, l'avantage avec le jus de chou rouge, c'est qu'on va avoir en fait des solutions qui vont complètement changer de couleur. Je vous montre, on commence avec le jus de citron. Le jus de citron, hein, il est très très acide. On est à pH proche de 2. Je mets 1 à 2 gouttes de jus de citron dans ce tube à essai. Voilà. Hop. Et vous voyez que la couleur obtenue, on est sur un rose. D'accord? Couleur rose. Assez bien marqué, dans le cas des solutions qui sont très très acides. Je continue avec une autre solution acide, le vinaigre. Alors le vinaigre qu'on avait testé tout à l'heure, il était aussi très très acide. Là, je l'ai dilué dans un petit peu d'eau. Donc là, en le diluant dans de l'eau, hein, on l'a vu hein, tout à l'heure, le pH de la solution acide a augmenté. Là, on est aux alentours de pH égale 6, à peu près. Alors que là, on est à pH égale 2. On n'est pas à pH égale 6, pardon, on doit être plutôt autour de 5. Pardon. Je mets quelques gouttes. Et quand on regarde, on est sur plutôt du violet. On voit qu'il y a une différence entre les différentes solutions ici. Hein, là, vous avez le jus de citron. Là, vous avez donc le vinaigre qui a été dilué dans l'eau. Là, on est très très acide, pH à peu près égal à 2. Là, on est plutôt autour de pH égale 5. Et là, on est à pH égale 7. Alors, on ne voit pas bien la couleur bleue comme on l'avait précédemment. Donc, je vais en refaire un petit peu. Voilà, le bleu. Là, c'est bien identique aux tubes qui sont à côté. C'est juste dilué. Hein. J'ai enlevé une partie de l'eau que j'avais et puis j'ai remis de l'eau.
Les deux derniers tubes à droite, c'est pour mettre des solutions basiques. Alors, l'une solution qui est un petit peu basique, mais pas trop, c'est le bicarbonate alimentaire, on l'a vu tout à l'heure. Là, je vais carrément directement verser un petit peu de bicarbonate en poudre dans mon tube à essai. Hop. Et la couleur qui est obtenue, vous voyez, eh ben on est également sur un bleu, mais qui tire vers le bleu turquoise, quasiment vert même. Et puis enfin, je termine avec une solution qui est très basique. Alors à la maison, vous pouvez utiliser le déboucheur à canalisation, on a vu, le desktop. Je pense qu'en fouillant un petit peu à la maison, vous allez en trouver. Moi, je vais utiliser ici directement la soude, qui est le principe actif du desktop, donc le résultat est strictement le même. Hop, quelques gouttes. Même pas besoin d'en mettre beaucoup. On voit tout de suite la couleur qui apparaît. Et on est sur un bleu, on est sur du vert en fait, carrément du vert. Et en fait, si j'arrive à avoir une solution qui est très très concentrée en soude, ce qui n'est pas le cas de cette solution-là, on peut même aller jusqu'à du jaune. Là, on est sur vert. Là, ce que je viens de faire en fait, donc c'est avec simplement du jus de feuilles de chou rouge, on arrive à obtenir, vous voyez, 5 couleurs différentes. Là, on est à pH neutre, donc on est sur le bleu. Ici, on est légèrement acide, plutôt violet. Très acide, on est sur du rose. Légèrement basique, on est sur du bleu turquoise. Très très basique, on est sur du vert. Et en fait, avec davantage de solutions et en ayant encore plus de précision, on est capable d'avoir un échantillon beaucoup plus détaillé de solutions avec des couleurs qui peuvent même aller jusqu'au jaune, je vous l'ai dit. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une échelle de teintes. C'est des choses que vous referez notamment au lycée avec d'autres exemples, pas forcément le jus de chou rouge, mais c'est un exemple assez courant, assez classique, assez ludique d'ailleurs, que vous pouvez réutiliser et refaire à la maison avec les petits frères, les petites sœurs, ce genre de choses assez rigolotes à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à développer davantage toutes les notions qu'on a pu voir dans ce TP en faisant les activités et les exercices que je vous ai proposés. À bientôt!